Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Galit Kenan au micro de Nouvelle Conscience. Galit Kenan fait du lien entre les peuples, les cultures et les composantes du vivant. Au sein de l'Institut Jane Goodall France, dont elle est la directrice générale, elle œuvre pour restaurer le respect de l'autre au sein du triptyque animal, homme, nature. Galit Kenan m'a beaucoup touchée par l'espoir réaliste qu'elle suscite et sa bienveillance engagée. Dans un contexte global mouvant, elle donne ici des clés pour continuer à croire aux actions collectives locales dont l'impact et la résonance contribuent à l'équilibre humain-nature dans un lien systémique de réciprocité. Je vous laisse donc en compagnie de Galit Kenan sur les traces de Jane Goodall et de ses milliers de bénévoles qui œuvrent à travers le monde pour la paix, la cohésion sociale et écologique. Bonne écoute! Bonjour Manon. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Nouvelle Conscience. Je vous remercie infiniment de l'invitation. J'aimerais vous proposer pour commencer de vous présenter avec le cœur et en conscience. C'est l'invitation que je fais à mes invités du podcast, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je m'appelle Galit. J'ai la chance d'être plutôt heureuse et plutôt entière, donc complète. J'ai la chance d'avoir une famille aimante, de me sentir en connexion avec les hommes, avec la nature, avec les autres animaux aussi, je crois. Et je suis à l'instant même extrêmement heureuse d'être ici avec vous. Merci. Galit, vous avez également une casquette de directrice de l'Institut Jane Goodall France. Donc c'est notamment à ce titre que nous nous rencontrons aujourd'hui, et pas que bien sûr, mais c'est aussi une activité qui mérite d'être portée, écoutée, entendue. Donc comment avez-vous croisé en fait le chemin de l'Institut Jane Goodall? Est-ce que c'est un rêve pour vous ou ça s'est fait par le plus beau des hasards? Ça s'est exactement fait par le plus beau des hasards. La vie étant bien faite, j'ai eu la chance j'ai commencé ma vie professionnelle dans le privé, mais j'ai commencé à travailler dans le monde des ONG, dans le dialogue entre les hommes, puisque j'ai organisé... l'ONG pour laquelle je travaillais, nous avons organisé un congrès avec 100 rabbins et 100 imams afin d'œuvrer pour le dialogue interreligieux, qui a été une aventure absolument passionnante. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Yann Arthus Bertrand et de diriger un projet qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était un projet vraiment comme la Fondation Good Planet, donc de pouvoir œuvrer au rapport entre l'homme et son environnement. Et ensuite, avec le Jane Goodall Institute, je travaille maintenant vraiment au rapport entre l'homme, les autres animaux et la nature. Donc en fait, le cercle s'étend au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est mon travail qui suit ma réflexion intellectuelle ou l'inverse, mais effectivement, voilà, et ça a été une chance. Il se trouve que Yann Arthus Bertrand et Jane Goodall sont amis depuis plus de 30 ans. Et donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer Jane dans le cadre, quand j'ai eu la chance de travailler avec Yann.
Et ensuite, les choses se sont faites par hasard, un ami, une rencontre, et voilà. Super. Ouais. Oui, j'ai vu que sur le site de la fondation Good Planet, il y avait des photos de Jane. Du coup, elle intervient parfois là-bas. Tout à fait, elle Ouais. était venue à l'inauguration exactement, puis elle est réintervenue depuis. On fait différentes activités en commun, le Jane Goodall Institute France et la fondation Good Planet. D'accord. Ouais, vous tissez des ponts entre les Ah les ben groupes, oui, ensemble on va plus loin. bien sûr. Donc on a la chance de le faire avec de nombreuses associations et la fondation Good Planet par exemple nous accueille une fois par an à l'occasion d'un projet commun qui s'appelle le Réveil des forces sauvages où on propose à 10 associations de protection de la faune sauvage en France de pouvoir les aider à la fois en termes de communication, à la fois à monter un crowdfunding et aussi surtout d'organiser au sein de la et avec la fondation Good Planet, un week-end dédié à la protection de la faune sauvage en France, dans lequel on propose des expositions, des pièces de théâtre. Là, c'était il y a un peu plus d'un mois, il y avait 17 conférences de mémoire. Enfin, vraiment, c'est un moment très convivial, très cool, et en même temps qui permet des discussions passionnantes. Là, on a fait une conférence sur le trafic des espèces sauvages qui était un grand succès à notre grande joie parce que c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder et c'était vraiment passionnant. Donc oui, beaucoup. L'amitié entre Yann et Jane continue à travers les deux associations qu'ils ont tous les deux fondées. Super. Et justement, au sein de l'Institut, quelles sont vos modalités d'action? Donc là, vous donniez un exemple avec cet événement ponctuel qui soutient des associations de terrain. C'est un institut qui est représenté dans une 60aine de pays dans le monde, il me semble. Donc voilà, comment vous coopérez ces actions et quels sont vos programmes principaux? Alors, on va avoir 2 axes de développement principal. Le premier, ça va être vraiment la recherche, la science, la conservation. Jane, pour peut-être les auditeurs qui la connaissent pas, est une dame qui a aujourd'hui 88 ans, mais qui, à l'âge de 20 ans, est partie en Afrique. Et elle est allée rencontrer un monsieur qui s'appelle Louis Leakey, qui est un très célèbre paléontologue, et qui l'a envoyé sur le terrain, dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, observer les chimpanzés sauvages. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Elle y est restée des mois avant de pouvoir vraiment créer un lien avec certains de ces chimpanzés, et en particulier avec David Greybird, qui est David Barbegrise. Et là-bas, elle a fait une découverte absolument incroyable. Elle s'est rendue compte que les chimpanzés savaient créer et utiliser un outil. Or, à l'époque, ça, c'était la définition de l'être humain. Ce qui fait qu'il y a eu cette une du Time que j'adore, The Woman Would Change the Definition of Man. Wow. Et donc voilà, et très rapidement, elle s'est rendue compte que pour protéger la faune sauvage, il fallait protéger leur environnement naturel, donc en l'occurrence les forêts, et que tout ceci ne devait se faire que par, pour et avec les populations locales. Et donc c'est cette approche holistique. Je sais que le mot est très galvaudé, je vais essayer de ne pas l'utiliser. C'est cette approche globale qui va vraiment faire la spécificité du Jane Goodall Institute il y a 60 ans, puisqu'il a été officiellement créé en 1977, mais elle a commencé à travailler même avant. Et donc, pour reprendre notre discussion, l'axe que nous avons sur la recherche, où on s'inscrit vraiment dans les pas des actions de Jane, qui est la première à avoir commencé cette étude, qui est la plus longue au monde, qui a jamais été faite sur les chimpanzés sauvages, à Gombe, en Tanzanie, qui est un peu le cœur symbolique de notre institut, si je puis m'exprimer ainsi. Et en fait, on travaille et on agit sur le terrain en Afrique, sur l'ensemble de la ceinture équatoriale africaine, donc vraiment du Sénégal à l'ouest jusqu'à la Tanzanie à l'est, et où on va à la fois
On a créé des sanctuaires, on gère des réserves naturelles, des parcs nationaux. Parfois, on peut être en coopération sur d'autres projets avec d'autres. L'idée, c'est vraiment pas d'arriver avec des idées préconçues et de dire voilà comment on va faire. D'ailleurs, on va vous apprendre comment gérer votre territoire, vos cultures, etc. C'est vraiment des lieux sur lesquels nous sommes présents donc depuis des décennies maintenant, où on est considéré comme local, et c'est normal parce que vraiment on travaille localement avec les locaux, c'est eux-mêmes qui décident. Et donc il y a ce travail de recherche, mais aussi ce travail de conservation qui va à la fois agir sur la préservation des sols, sur la restauration des forêts, sur de la plantation, sur de l'agroécologie, vraiment sur les mangroves comme sur les forêts primaires, etc. Enfin, vraiment de façon très complète. Actuellement, par exemple, on est en train de créer un corridor écologique sur le sud du Burundi, donc au nord de la Tanzanie pour ceux qui sont bons en géo. Et c'est vraiment passionnant parce que en fait, en créant un corridor écologique, vous aidez l'ensemble du triptyque dont on a parlé, donc les hommes, les autres animaux et la nature, puisqu'il y a une centaine de chimpanzés là-bas qui sont actuellement sur des petites poches séparées les unes des autres, donc où à la fois leur bien-être est remis en cause, mais aussi avec des risques de zoonose beaucoup plus grands, puisque la Covid-19 nous l'a rappelé big time, combien malheureusement cette pression anthropique qu'on peut avoir et cette dégradation des habitats naturels, cette fragmentation des habitats naturels, combien elle est dangereuse. Donc ça va à la fois aider les chimpanzés, mais ça va aussi aider évidemment la nature elle-même, puisqu'on va restaurer les sols. On parle quand même d'une zone de 14 000 hectares, donc c'est non négligeable. C'est un vrai travail de fond et qu'on fait comme toujours au Jane Goodall Institute avec une vue vraiment à long terme. Et nous, quand on parle de long terme, c'est pas 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est vraiment du long terme. Et en plus, les populations locales évidemment vont bénéficier de tout ce travail, le mettent en place avec nous, le conçoivent elles-mêmes et sur place, pour ceux que la géopolitique comme vous, je crois, intéresse, il y a aussi tous ces problèmes de réfugiés qui passent par ces zones-là où il faut les prendre en compte, ou au contraire il faut agir pour leur bien-être également. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on va faire sur le terrain en Afrique et évidemment de la conservation des chimpanzés sauvages. On va accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui sont issus du trafic, du braconnage, de la viande de brousse, pardon. J'essaye d'éviter les anglicismes. Voilà, c'est vraiment un travail très complet. On a des équipes d'éco-rangers. Actuellement, on a une équipe canine également qui les soutient. On va faire par exemple, si je prends l'exemple de notre sanctuaire au Congo, on a acheté des îles à côté de façon à pouvoir les remettre en semi-liberté, parce que malheureusement la remise en liberté est extrêmement rare et difficile, très longue à mettre en place. Donc pouvoir les remettre en semi-liberté sur ces îles, qui sont des îles qu'on va protéger, où on va aller vérifier leur état de santé, où on va apporter de la nourriture complémentaire, apporter des soins quand nécessaire, mais les laisser au maximum. Et actuellement, grosse coupe, c'est la première fois qu'on en parle. Depuis ce matin, j'ai le droit d'en parler. On travaille depuis je dirais 5 ans maintenant, à une éventuelle réintroduction en liberté, donc totale, d'une trentaine de chimpanzés justement en République du Congo. Donc on espère que ça aura bien lieu cette année, en 2023, l'année à venir, là, qu'on prépare. Et pour nous, c'est extrêmement excitant. On est tous vraiment complètement sur le projet. Donc ça va être vraiment un des axes sur lequel l'ensemble des différents Jane Goodall Institute dans le monde, puisque vous soulignez très justement que nous sommes présents dans plus de 60 territoires et nous avons 34 instituts dans le monde, ça, on va tous œuvrer, travailler, mettre en place des projets sur le terrain. On a environ une équipe de 700-800 personnes sur le terrain, donc voilà.
Et ensuite, parallèlement, on a un deuxième axe de développement qu'on appelle notre programme Roots and Shoots, donc des racines et des bourgeons, et non pas de l'humour au 3e degré, comme on pourrait le croire en premier. Et là, c'est vraiment un programme pour les jeunes, pour sensibiliser les jeunes et les inciter à agir pour un monde meilleur. Encore une fois, toujours dans notre triptyque, pour les hommes, pour les autres animaux et la nature, puisque vraiment c'est cette interaction du vivant qui est au cœur de nos valeurs, qui est au cœur de notre réflexion, qui est au cœur de notre action également. Donc voilà un petit peu, donc on agit à la fois à l'international comme ça, et on agit également en France. En France, on va reprendre l'ensemble de ces axes. Donc, on travaille sur la recherche. On a la chance d'avoir créé un prix du jeune chercheur. D'accord. Donc, si vous êtes doctorant et post-doctorant, allez sur notre site internet. On a un prix du jeune chercheur sur la relation homme-animal. Pas obligatoirement pour de la recherche fondamentale. Ça peut être des gens qui font du droit, de l'éthique, quelle que soit la matière que vous étudiez. C'est vraiment ce lien entre l'homme et les autres animaux, entre l'homme et l'animal, qui est vraiment au cœur de ce prix. Et nous organisons également un cycle de conférences chaque année. Cette année, on a eu par exemple Chani, de l'association Calouette, qui nous a fait la gentillesse de venir. Il y a eu Yolène de la Bigne, qu'on ne présente plus, sur les intelligences animales. On a eu également le docteur Jane Goodall elle-même. Et dans le cadre de ce cycle de conférences, participent les 3 lauréats du prix du jeune chercheur, de façon à ce que leurs travaux puissent être au maximum, on l'espère, mis en valeur et partagés avec le plus grand nombre. Et il y aura 2 autres conférences. On avait une conférence hier soir avec Émilie Rojas, et les 2 prochaines conférences ont lieu là en décembre. Voilà, on serait ravis d'accueillir vos auditeurs que ça pourrait intéresser. Et ce sont des jeunes chercheurs extrêmement brillants qui travaillent sur des sujets souvent difficiles, et on est vraiment très impressionnés tous par le travail qu'ils peuvent mener. Et vous savez combien c'est parfois difficile quand on est dans ces études, à ce moment très particulier de la thèse ou du post-doc, où on espère qu'un prix avec un nom comme celui de Jane peut être un plus, on l'espère, pour les aider dans ce moment charnière de leur carrière. Bien sûr. Donc voilà, on va travailler également avec des associations comme Ethosphère, avec qui actuellement on monte une enquête de terrain, un travail de recherche de terrain sur le bien-être animal, pour faire un comparatif sur le bien-être des animaux qui étaient dans des cirques itinérants, puis récupérés et qui sont dans des refuges ensuite, de façon à savoir comment se passe cette transition, comment se passe ce bien-être, puisque tout le monde en parle, et la loi de l'année dernière et l'ensemble des débats qui l'ont accompagnée ont bien mis en exergue les différentes problématiques qui existent, et pour autant il manque parfois un petit peu d'études scientifiques sur lesquelles se baser, et ça nous semblait important de pouvoir y pallier avec nos amis d'Ethosphère. On va donc travailler, comme on l'a dit, sur le pôle scientifique, mais on a également un pôle plaidoyer qui est extrêmement important en France, qui est dirigé par Roxane Batt et Laura Pachmar. Et ce pôle plaidoyer, on va agir parfois de façon publique, comme on peut le faire comme de nombreuses ONG. Je prends l'exemple de la déforestation importée, avec la campagne Together for Forest que vous connaissez peut-être. Mais je regarderai, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. C'est tellement gentil à vous. Voilà, pour que les auditeurs et auditrices puissent aller voir cette campagne, et puis notamment suivre ces conférences de début décembre. C'est extrêmement gentil à vous, Manon. Vraiment, cette campagne, elle nous semble vraiment importante, parce que c'est l'idée de dire nos actions là-bas
ont un impact ici et Bien nos sûr. actions d'ici ont un impact là-bas. Et donc, quand j'achète un steak dans certains supermarchés, j'ai un impact sur la déforestation en Amazonie. Et donc, toute l'idée était de faire pression au niveau européen, et il est toujours temps de signer les pétitions, de faire pression de façon à ce que la législation change, de façon à ce qu'on soit conscient de ce qu'on fait et de l'impact que cela peut avoir. Est-il besoin de rappeler que une étude de Carbone 4 montre que 40% de notre empreinte vient de notre régime, carné ou non. Donc c'est vraiment une action qu'on peut chacun d'entre nous avoir dans notre quotidien pour un monde plus harmonieux autour de nous. Donc voilà, donc on a le pôle plaidoyer, donc avec certaines actions publiques, mais aussi beaucoup d'actions qui se font en dessous du radar. Il se trouve que le Dr Jane Goodall, dont nous parlions, qui est donc la fondatrice et la présidente de notre institut, Jane, c'est à la base une très grande chercheuse, je crois, je me permets de le dire, mais elle est devenue peu à peu à la fois une icône de la protection animale et une activiste environnementale. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un parcours de vie dans lequel sa douceur et sa fermeté, dans lequel son sens de l'écoute, son sens du dialogue, tout en restant profondément ancré dans une colonne vertébrale de valeurs aussi simples que profondes, ont fait que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de lui décerner le prix de messagère de la paix. Voilà, auprès des Nations Unies. Et je vous avouerai mon inculture, quand j'ai rencontré Jane, je ne savais pas ce qu'était un messager de la paix. Et je suis allée chercher, et quand j'ai vu qu'il y en avait 12 dans le monde, j'ai compris que moi qui ai eu la chance de travailler avec différentes personnes qui sont ambassadeurs auprès de l'UNEP, voilà, enfin, on est... encore dans un autre niveau. Exactement. Et ça lui convient tellement. Elle dégage une telle douceur, elle dégage une telle aura. Et vraiment, hein, je le dis, je crois relativement objectivement, mais ce qui lui permet aussi de pouvoir parler avec tout le monde, avec les directeurs des grandes entreprises d'extraction minière qui ont décidé de faire une route bien droite en plein milieu d'une réserve naturelle, par exemple, pour ne prendre que cet exemple. Mais tout ça, nous, on va avoir, Jane et l'Institut, on va avoir un rôle qui est différent de celui d'autres ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui vont agir de façon publique, qui vont avoir un rôle extrêmement important de lanceur d'alerte, de maintenir l'attention du grand public alerté sur ces sujets, etc. Nous, on va avoir une action qui est beaucoup plus discrète, puisqu'elle est totalement pas publique, mais qui, j'ose l'espérer, et je le crois très sincèrement, est également utile parce que complémentaire. Puisque le fait de pouvoir dialoguer avec tout le monde, le fait de pouvoir parler tant avec les autorités nationales et transnationales qu'avec les DG des grosses boîtes, qu'avec les différentes ONG, nous permet parfois de remettre en place un dialogue qui était un peu difficile. Oui, finalement, vous mettez tout le monde autour de la table, en fait, et vous permettez alors de faire un lien et de remonter les observations du terrain vers les décideurs et les décideuses, afin que chacun se dote de sa responsabilité à l'échelle qui lui est possible aussi. Bien sûr, et puis la voix de Jane, d'abord est rare, hein, et ils savent sa discrétion. Donc les différents ministres ou présidents qui parlent avec elle savent qu'elle n'en parlera jamais publiquement, et l'Institut non plus. Oui, il y a une vraie relation de confiance. Je ne sais pas si ces chiffres sont toujours d'actualité, mais il me semble que Jane est en déplacement 300 jours par an, au moins. Donc est-ce que vous, justement, vous suivez un peu ces déplacements pour un peu créer du lien entre ces différents pays? Enfin, ça aussi, ces déplacements permettent peut-être aussi d'avoir une visibilité globale des besoins sur le terrain? Bien sûr, alors Jane, oui, continue. Alors pendant la Covid, elle a fait une pause. C'était très mignon parce qu'elle disait « I'm grounded ». Je suis punie, maintenue à Londres, en Angleterre. Elle était à Bournemouth, dans la maison là où elle a grandi, dans sa chambre à elle, et on la voyait faire tous ces zooms, toutes ces interviews, etc. C'était très drôle pour nous qui connaissons le lieu et qui savons...
C'était très amusant de se dire, c'est une toute petite chambre de 6 mètres carrés. Mais il y a une photo sur le livre de l'espoir. Et justement, on la voit avec toutes ses peluches, avec son ordinateur. Elle appelle ça son studio, je crois. Exactement. Oui. Tout à fait. Et là, elle a repris effectivement son bâton de pèlerin. Et nous avons eu la chance de la voir jusqu'à hier. Elle était 4-5 jours là à Paris, mais là elle est déjà repartie. Elle sera en Belgique elle est en Angleterre, elle sera en Belgique dans quelques jours, puis elle repart côté Amérique du Nord et du Sud pendant quelques mois, voilà. Mais sinon, elle, ce qu'elle adore, c'est être dans la forêt. Ouais. C'est être en Tanzanie, à Gombe ou à Dar es Salaam. Vraiment. Et ce qui est très intéressant, notamment dans ce livre, c'est qu'on voit l'impact de ces projets pour restaurer un équilibre en fait dans des endroits parfois affectés par la misère, la violence. Donc finalement, ce que porte aussi l'Institut Jane Goodall, c'est de montrer à quel point prendre soin de la nature peut permettre de restaurer une certaine paix dans la nature humaine et dans les liens sociaux aussi. Exactement. Vous l'avez perçu, ça ? Ah, mais c'est, vous l'exprimez bien mieux que moi, mais c'est exactement ça. Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant au sein du Jane Goodall Institute, c'est vraiment le fait d'œuvrer pour un monde plus paisible entre les hommes, les animaux et la nature. Et parce que tout est lié, on revient à cette interaction du vivant dont nous parlions, cette interaction des énergies, cette interaction globale d'une façon générale. Et oui, tout à fait. C'est pour ça que je trouve vraiment toujours intéressant les gens qui disent « Ah, mais alors vous travaillez pour protéger les chimpanzés » et qui sont toujours un peu déroutés quand après on commence à leur expliquer « Ben oui ». Entre autres, mais pour ce faire, en fait, on fait de l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, au women empowerment, on offre des microcrédits, et parce que tout est lié. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, pour qu'un espace soit viable, pour que les animaux sauvages puissent vivre en liberté, il faut que l'espace dans lequel ils sont soit viable également. Et donc ça, c'est tout un travail, voilà. Mais il faut que la relation entre l'homme et l'animal soit apaisée. Et ça ne peut pas venir comme ça. C'est trop facile d'arriver et de dire aux gens, il faut pas couper les arbres, il faut pas tuer les animaux. Quand c'est pour manger, pour nourrir sa famille, quand c'est pour se chauffer, etc., vous ne pouvez intervenir que si vous apportez une solution alternative qui va être durable dans tous les sens du terme. Et c'est ce que, à notre toute petite échelle, on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'au Jane Goodall Institute, on va vraiment travailler de façon très locale, mais à 360 degrés. Et comment vous montrez justement ce lien ? Je pense par exemple au programme Roots and Shoots, donc qui est plutôt à destination de jeunes publics, leur donner cet élan en fait de respect, de protection envers par exemple une zone naturelle, par exemple je pense à la flore en fait, puisqu'on ne peut pas communiquer avec elle, en tout cas a priori, même si on voit qu'il y a des interactions sensibles entre les éléments végétaux. Donc oui, quels vont être vos leviers en fait pour faire naître de l'amour, pourquoi pas, ou en tout cas beaucoup de respect pour ces végétaux dont on dépend en fait, mais Bien qu'on sûr. va écraser, qu'on va bétoniser en général, en tout cas dans les pays occidentaux, beaucoup. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. On dit souvent qu'on protège ce qu'on aime et ce qu'on connaît. Voilà. Et donc, le premier pas pour ça, c'est la reconnexion à la nature. Ça a l'air tellement basique à dire comme ça, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Moi-même, ayant grandi pour beaucoup en tant que citadine, se reconnecter à la nature, c'est pas si évident que ça. Et c'est pourquoi on a, dans le cadre du programme, vraiment différentes actions qui vont être adaptées en fonction de l'âge du public, puisque ça peut aller de la maternelle, où c'est extrêmement important de commencer à créer un jardin, de faire pousser des légumes et des fruits de saison qu'on va manger, on s'en sera occupé, etc. Aux étudiants, actuellement, on vient de lancer par exemple un concours d'éloquence sur la paix.
en faveur des étudiants. C'est un concours que je trouve intéressant parce que d'abord c'est la paix entre les hommes, mais aussi la paix avec les animaux ou la paix avec la nature. Donc à chaque round de sélection, il y a vraiment les 3 thèmes qui sont proposés pour être cohérents avec notre système de pensée. Et alors très sincèrement, le premier round, je sais pas comment on dit, de sélection s'est terminé il y a 24 heures. On a commencé à les lire, mais c'est tellement brillant, mais tellement passionnant, tellement bien écrit, tellement plein de passion. C'est merveilleux de les lire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est l'un des étudiants qui l'a souligné dans un mail qu'il nous a envoyé. C'est le fait de savoir que chaque inscription de chaque étudiant, c'était déjà un arbre planté. Que chaque école qui s'est engagée dans ce concours, c'est une école qu'on va sensibiliser en Tanzanie avec l'ensemble des élèves qui vont planter un arbre. Et donc le fait de savoir que votre engagement crée un impact immédiat, déjà c'est quelque chose d'incroyable. Et il se trouve que parmi les nombreux lots, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des coachings de Suditest, un peu comme le TOEFL pour l'anglais, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes en termes de connaissances sur le domaine, et puis d'avoir un certificat, de pouvoir le mettre dans son CV, que ce soit un coaching de la Fédération française de débat et d'éloquence avec qui nous organisons tout ça, ou alors du cabinet Allen & Overy, donc un vrai cabinet d'avocats qui va passer une journée avec les finalistes, etc. Beauty Disrupted qui s'est beaucoup engagé sur le projet avec nous. Ce qu'on a souhaité, c'est pas des goodies, c'est pas un voyage, voilà, c'est une rencontre inspirante. Et du coup, les 3 finalistes vont passer 1 heure avec soit Mathieu Ricard, soit Yann Arthus Bertrand, soit le docteur Jane Goodall. Oui, moi je voulais m'inscrire, mais je suis plus étudiante. Mais quand j'ai vu le descriptif, c'est incroyable, vraiment cette chance qui leur est offerte, cette possibilité. Alors voilà, notre niveau à nous, on revient à la petite goutte d'eau, tel le colibri. On est convaincus, Jane le dit bien mieux que moi, elle dit chaque geste compte. On a un impact chaque jour, et à nous de savoir quel impact on veut avoir. Ça peut sembler une phrase un peu simple au départ, mais en fait c'est un peu comme ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est le type de phrase, une fois qu'on essaye de vraiment le mettre en place, on se rend compte que vraiment ça a des répercussions à tout niveau. Comment je consomme, est-ce que je suis sûre que aucun animal n'a été blessé pour produire est-ce que aucun enfant n'est impliqué dans la production, est-ce que ça a été fait de façon soutenable, est-ce que ça a voyagé, est-ce que voilà, à partir du moment où on essaye d'avoir de s'informer, et en fait le simple fait de s'informer va avoir un impact sur nous et va changer notre façon, mais pas uniquement de consommer, de voyager, de voter, d'agir vraiment au quotidien. Et voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez aussi à faire le lien entre ce qui est à notre portée, à notre échelle. Donc là, on est à Paris, et puis les conséquences à l'autre bout du monde. Là, vous parliez notamment de la déforestation avec la viande de carnet, son impact sur l'émission de CO2 et de déboisement, déforestation. Et réussir à faire des ponts un peu comme cette aile de papillon qui va provoquer, je sais plus si c'est une tornade ou un tsunami de l'autre côté de la planète, une grande vague, mais vraiment vous montrer le lien entre le micro et le macro, l'échelle du monde en fait. Exactement. Et en fait, merci infiniment parce que c'est vraiment exactement ce qu'on essaye de faire. Et aussi dans le cadre du programme Roots and Shoots, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand je crée un groupe, la première chose que je fais, c'est une cartographie autour de moi. Je regarde qu'est-ce qui existe pour les hommes, qu'est-ce qui existe pour les animaux, qu'est-ce qui existe pour la nature. Et en faisant cette carte, je me rends compte de ce qui manque. Et en le réalisant, je décide quel sujet, quel projet j'ai envie de porter. Et c'est Yann Arthus Bertrand qui dit que agir rend heureux, et j'en suis absolument convaincue. Et en fait, en décidant ce projet, en le mettant en place, en agissant à la fois pour les hommes, à la fois pour les animaux, à la fois pour l'environnement partagé, on se rend compte qu'on a un impact au sein de notre communauté, au sein de notre environnement qui est extrêmement grand. Et le fait de savoir qu'il y a plus d'1 million de jeunes
qui sont impliqués comme nous et qui font la même chose que nous, du coup cet impact est bien plus grand, et je sais que je participe à un changement qui lui par contre est global, mais ce lien entre le local et le global, effectivement pour nous il est très important, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler de façon très concrète, j'allais dire, très locale. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment une ONG. J'ai la chance d'avoir travaillé pour différentes organisations, associations, etc. et ONG, et le Jane Goodall Institute a été créé par une scientifique. Oui. Alors, elle l'était pas à la base, mais elle l'est vraiment devenue. Et ça se sent énormément. Le nombre de critères qui sont mis en place, de suivi, etc. Et c'est une culture, en fait, qu'il y a au sein de l'ONG qu'on retrouve énormément. Ouais. Et c'est aussi quelque chose d'assez anglo-saxon, le fait de celebrate. Si on reprend notre exemple de Roots and Shoots, les jeunes, quand ils ont fait un projet, qu'ils l'ont mené à bien, après, ils le célèbrent. Et en fait, comme ça, d'abord, ils sont heureux et ils l'expriment, et ensuite, ça a valeur d'exemplarité pour les autres. Et ça donne envie aux autres, eux aussi, d'agir. Et ça alimente un cercle vertueux qui se met en place. Et j'avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais pas conscience de la force de ce cercle et de cette énergie. Ouais. Et puis ça montre aussi peut-être que l'engagement peut être joyeux, peut être enthousiaste. S'il y a vraiment ce moment de célébration, en fait, voilà, ça crée une cohésion et une joie autour d'un projet engagé, commun. Bien sûr. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Jane, le titre du dernier livre de Jane, c'est Le livre de l'espoir. Ouais. Que j'ai trouvé très bon moi aussi. Mais il a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Jane, à 88 ans, elle a toujours de l'espoir. Et un vrai espoir. Pourtant, on est loin de quelqu'un qui ne se rend pas compte, qui serait dans le déni, etc. Mais en fait, ce qu'elle explique, c'est que l'espoir, c'est pas un mot passif. C'est le fait de remonter ses manches, de retrousser ses manches et d'agir. Et en ça, je trouve que être messagère de la paix, créer une ONG qui a comme ça un impact mondial sur des millions de jeunes chaque année, enfin, c'est vraiment intéressant de garder cet espoir. On sait tous qu'on fait face à des changements climatiques catastrophiques, qu'on fait face à la 6e extinction des espèces, qu'on fait face à une situation géopolitique extrêmement compliquée, voilà. Toute cette période est extrêmement anxiogène, et pas uniquement pour les jeunes. Je lisais cette étude qui disait que 66% des jeunes en France actuellement expriment ressentir cette éco-anxiété. Je suis intimement convaincue, comme pour l'action tout à l'heure, que chaque ONG, que chacun peut s'exprimer, se retrouver chez Extinction Rebellion, comme chez Sea Shepherd, comme chez... ou dans une ONG comme le Jane Goodall Institute. À chacun de trouver l'endroit dans lequel il se sent bien, une communauté, un groupe dans lequel il y a des valeurs communes, dans lequel il y a cette envie d'agir ensemble. Je suis convaincue que l'action est une des solutions. Si chacun s'engage, si chacun sensibilise autour de lui, et si chacun agit, alors on est vraiment proche de la clé et de la solution. Et je trouve, à titre personnel, toujours extrêmement boostant d'être à côté de Jane. Pourtant, parfois, on parle de sujets un peu angoissants. Et pour autant, c'est toujours extrêmement inspirant. Ouais. Voilà, et j'espère que chacune et chacun d'entre nous peut trouver la façon d'avoir de l'espoir, la façon d'agir. Cyril Dion l'exprime extrêmement bien quand il dit il est important de créer ensemble un futur souhaitable, d'avoir cette vue du moyen et du long terme sur quelque chose de positif dans lequel on souhaiterait tous aller ensemble. Et en ça, ces poèmes, comme ces récits, comme ces films, nous engagent dans ce sens. Et ça ne m'étonne pas que Jane et Cyril soient amis par ailleurs, parce que vraiment, il y a cette volonté de connaître, to care, de protéger, de prendre soin et d'agir.
Et ce triptyque qui fait écho à notre autre triptyque. Oui, plein de triptyques, de triangles. Beaucoup de cercles. Ouais. Des spirales. Donc vous, c'est ça qui vous donne de l'espoir, c'est l'action, c'est ces nouveaux récits aussi. Oui. Il y a autre chose peut-être. Je trouve trop facile. Souvent on dit ce qui me donne de l'espoir, c'est les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui qui se bougent, etc. Moi ça me fait froid dans le dos presque, parce que je trouve que c'est leur mettre une pression absolument incroyable. Non seulement we fail, non seulement on rate, on a un échec nous-mêmes dans notre action, mais en plus on met le poids du fardeau sur les épaules d'un autre, et tant qu'à faire de la génération d'après. Je trouve ça assez... je trouve ça pas fair-play, tout simplement. Et je trouve extrêmement... par contre réconfortant et intéressant tous ces écrits, tous ces gens qui se mobilisent. Je crois beaucoup dans les petites associations de terrain, dans ma communauté, dans ma ville, autour de moi, dans mon école. Je crois beaucoup à la force du collectif, parce qu'on se sent pas seul, parce qu'on se sent pas un hurluberlu perdu dans sa maison ou déprimant au coin du canapé. Quand on peut partager, quand on peut échanger, quand on peut agir avec d'autres, on est porté aussi par la force des autres. On est porté aussi par cette énergie collective. On est porté aussi et par 1 + 1 = 3 en fait, tout simplement. Et oui, tout ça, ça me donne vraiment de l'espoir. Et puis, de plus en plus, c'est quand même au cœur des consciences, au cœur des réflexions, et même au cœur d'endroits où on ne l'aurait pas attendu, à la télévision, dans certains médias, dans certaines entreprises. Moi, je suis émerveillée. On a, par exemple, des partenariats avec des entreprises qui sont extrêmement engagées. Je pense à London Monkeys, qui est vraiment cette boulangerie végétale que tous les Parisiens et autres commencent à connaître, où enfin on peut amener les copains manger. Il faut le dire qu'à la fin, que c'était vegan, une fois qu'ils vous ont dit comme c'est délicieux. Pas leur faire peur. Exactement. Ce sont vraiment des gens qui ont mis leurs valeurs au cœur de leur entreprise, et avoir la chance d'avoir des partenariats avec eux, on le vit vraiment comme une chance, parce qu'ils nous accompagnent, certes financièrement, mais bien plus que ça. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on doit agir. C'est les ONG, les individuels, les États, les entreprises, les collectivités locales. Enfin, c'est plus... à chacun de faire sa part. C'est la fable du colibri. C'est vraiment chacun fait sa part, et petit à petit, collectivement, oui, je suis intimement convaincue qu'on peut y arriver. Je le sens en tout cas. Les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez un grand sourire. On sent que c'est motivant, régénérant. Merci. Et comment rejoindre l'Institut Jane Goodall, vous soutenir? C'est très gentil de poser la question, merci beaucoup Manon. Il y a énormément de façons de nous rejoindre et de nous soutenir. La première, ça va être de suivre nos actualités. N'hésitez pas à vous à signer à lire notre newsletter, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a aussi énormément de bénévoles. On est une 60aine de bénévoles, avec certains qui vont plus œuvrer dans le pôle scientifique, d'autres plus dans le pôle plaidoyer, d'autres qui vont être plus présents pour aller dans les écoles avec le programme Roots and Shoots, d'autres qui vont être plus présents sur des stands dans des... demain, nous retrouvons, je crois, à l'Université de la Terre. Vous en rencontrerez une partie. On a des bénévoles qui nous aident sur les traductions, on a des bénévoles qui nous aident à trouver et à monter des projets complètement fous, parce qu'on adore ça. Voilà, il y a énormément de façons de nous aider. J'ose à peine le dire, mais évidemment, cette fin d'année...
tous les petits dons de 1, 2 euros, chaque geste compte vraiment. Et c'est uniquement la générosité de cette communauté qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous fait tellement chaud au cœur, qui nous envoie des emails, vraiment, on a la chance d'être entouré d'un écosystème qui est d'une bienveillance, d'une gentillesse que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment un grand bonheur. Il y a tellement de façons d'agir en parlant aussi avec les autres, sans les agresser, sans vouloir que tout change tout de suite, mais en posant une graine du changement et en proposant un pas de plus, un geste de plus. Eh bien, je suis convaincue qu'ensemble, collectivement, on peut y arriver. Mais ouais, et construire une nouvelle conscience, c'est le nom du podcast. Tout à fait. Ce serait ça pour vous, la nouvelle conscience, ou vous auriez... est-ce que vous pourriez nous donner votre définition ? J'aime bien finir avec cette question-là, parce que la conscience, ça peut paraître un peu flou des fois aussi. C'est sûr, je mettrais le mot respect, peut-être, le respect de l'autre avec un A majuscule. Que l'autre soit humain, animal, végétal, parce que le respect amène à connaître l'autre, donc à l'apprécier, donc à vouloir le protéger, parce que le respect incite un respect mutuel, parce qu'une planète, avoir conscience de l'importance de ce respect, c'est avoir conscience de l'importance d'une planète où tout est lié, où il est extrêmement vain, comme l'homme parfois aime se sentir extérieur au règne animal, extérieur à la nature. Souvent cet extérieur est au-dessus, tant qu'à faire. Et oui, je crois que le mot respect, à ce moment-là, respect de l'autre, ce serait une jolie empreinte pour une nouvelle conscience. D'accord. Merci beaucoup, Galit. Merci à vous, Manon, vraiment, pour cet échange empreint de beaucoup de gentillesse et de beaucoup de bienveillance. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite.